Salut à tous et bienvenue sur Valais PLTV, comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief sur l'Orcana. Vous savez que c'est un TCG que l'on suit de près. On espère pouvoir proposer du contenu lorsque le jeu sera sorti en France, donc normalement à la rentrée 2023. Mais petit à petit, on a de plus en plus d'informations de la part de Disney et aussi de la part de la communauté qui s'intéresse de plus en plus vivement à ce jeu-là. Ouais. Et La là, communauté française qui est bien active. c'est ça. Et aujourd'hui, on a un débrief du premier tournoi qui a été organisé sur le jeu. Un tournoi avec 20 joueurs, donc 22 joueurs même. Donc un tournoi quand même qui a un échantillon de game assez satisfaisant pour commencer à en conclure 2-3 trucs. Et on avait envie de vous faire un peu ce débrief-là. C'est un article que l'on a pris du compte Twitter Lorcana France TCG et qui a notamment été uploadé sur le site disneylorcana.fr. Tous les liens seront évidemment dans la description. Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser votre meilleur pouce bleu, dérouler la description pour nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et partager dans l'espace commentaire. Alors, ce tournoi de 22 joueurs, il a été remporté par Vesperia, qui est globalement un des joueurs les plus actifs et qui a pas mal de games à son actif. GG à lui. Il a gagné avec un deck bleu-rouge. Nous, c'est vrai que c'était déjà des couleurs qui nous parlaient bien avec PL. On voyait qu'il y avait des bons sorts, des bonnes cartes. On va vous montrer un petit peu à quoi ressemble le deck. Ouais, alors voici en gros à quoi ressemble un deck. C'est 60 cartes, 4 exemplaires de chaque. On peut faire, on n'est pas obligé de jouer toutes les cartes en 4 exemplaires. Là pour le coup ça a été le cas, ça maximise du coup la consistance du deck. On fait toujours la même chose parce que plus vous avez de cartes différentes, plus vos parties sont aléatoires évidemment. Et pour voir un petit peu plus près les cartes, ça donne ça. Du coup là, elles sont toutes en 4 exemplaires, mais on en a mis, enfin le site en a mis qu'une évidemment parce que c'est plus simple pour lire. Et on voit que ça fait pas beaucoup de cartes différentes. Hein. Non, c'est ça. Ça veut dire que tes decks du coup, avec 4 exemplaires dans 60 cartes, feront souvent la même chose. On veut un plan de jeu qui soit assez consistant, que l'on puisse reproduire de la manière la plus stricte et concise possible. Et c'est notamment pour ça que toutes les cartes étaient en x4. Ce qu'on peut noter, c'est que la curve s'arrête tôt. Donc on n'est pas sur des games qui peuvent monter à 7, 8, 9 mana. On n'a pas la présence notamment de Maleficent ou alors du gros Mickey qui peut scorer 4 marqueurs lore. On a plutôt une curve qui s'arrête à 6 mana. On note aussi qu'il y a 48 cartes ancrées sur les 60 que compose le deck. Donc globalement, la mana base n'est pas un problème. La plupart des bonnes cartes sont déjà ancrées et on arrive à jouer naturellement, ce qui évitera les problèmes de flood ou de death. Plus, il y a 56 cartes ancrées. Il y a 56 cartes celle-là qui ne l'est pas. Ah bon alors c'est encore mieux, c'est encore plus intéressant. Et on voit comme on s'y attendait que Let It Go, notamment le champ bleu, est probablement une très très bonne carte parce que c'est une carte que l'on peut payer assez facilement, gratuitement. Les contrôles de board, notamment par Scar, ont l'air plutôt intéressants. Et la curve est quand même assez basse, il faut qu'on commence à jouer en early game, notamment avec l'ami Polochon, qui était 2-2 pour 1 ancré. Donc qui fait plaisir, et aussi la petite carte que l'on trouvait très puissante, le développe ton cerveau, qui permet de gérer le dessus du paquet. Donc ça c'est le deck du gagnant, intéressant. Assez surpris par le nombre de bêtes vanilla, donc une bête vanilla c'est qui n'a pas de capacité. Il y a Polochon, Jasmine, Donald Duck et Aurore, enfin une des deux Aurore du coup. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, après c'est vrai qu'il y a que 70 cartes actuellement, donc pour faire des decks c'est pas énorme. Mais ouais, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de cartes, en tout cas passer le tour 1 avec des capacités. Pour Aurore, c'est contrebalancé par le fait qu'il y ait la mécanique du coup, tu sais, tu peux jouer une carte sur une autre carte, et donc du coup, comme tu as ta Aurore pour 2 mana et que tu veux jouer... Oui, il y a un intérêt. Voilà, il y a la Aurore à 3 mana, peut-être qu'on jouerait pas cette Aurore-là si on n'avait pas la Aurore qui te coûte 3 mana pour être joué par-dessus. Mais on a quand même Donald, Polochon, Jasmine qui ne font rien. Donc c'est quand même c'est plus que ce que je pensais. Là c'est vraiment le manque de cartes à mon avis qui fait qu'on a ces choix là. Ou alors c'est peut-être juste puissant d'avoir un play tour 1 pour commencer à scorer des marqueurs lore. Voilà, et ça c'est notre manque d'expérience de gameplay, on peut pas forcément avoir ces insights là. Par contre, à la suite de cette présentation de deck, on a une interview de Vesperia qui a gagné ce tournoi là. Et dans cette interview, on apprend plein de choses, notamment sur le gameplay et la construction de deck. On vous épargne la lecture de cette interview, mais si vous voulez la lire, c'est disponible sur le site. Nous, on a, entre guillemets, récupéré tous les points qui étaient importants à décliner, et on vous les retranscrit. Donc, premier point, comme vous avez pu le voir sur la decklist, beaucoup de cartes ancrées, naturellement, ce qui permet du coup d'avoir une consistance et de tout le temps faire la même chose. La curve, elle est plutôt mid-range, voire agressive, si on compare avec d'autres TCG. On n'a pas beaucoup de play de late game, le maximum auquel on va, c'est les 6 mana de la Miscar. Alors que moi, à titre personnel, je m'attendais quand même à ce qu'on puisse monter un peu plus haut en mana, notamment 9 mana de Maleficent. Ouais, on pensait que le jeu serait plus lent que ça, et finalement, actuellement, il est assez aggro de ce que j'ai vu, des reports même de gens qui font des games hors tournoi.
Après, aggro, pour un jeu comme ça reste quand même plus lent que d'autres jeux, mais c'est plus rapide que ce qu'on pensait. Ouais, on n'a pas trop le temps de monter tant que ça en mana, en tout cas à la régulière. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que 70 cartes révélées, donc il en manque à peu près 180. Je crois qu'il y aura 250 cartes au Je total. crois que c'est ça qu'annoncé, ouais. Donc évidemment, il y a encore beaucoup d'autres possibilités. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'une carte est révélée, eh bien, ça modifie la petite méta interne du jeu. On va prendre un exemple. Les items étaient des cartes plutôt puissantes parce que les parties qui ont tendance à durer vont être carry entre guillemets par le fait d'avoir des effets avec les items. Mais depuis l'introduction de la bête, qui est une carte grise qui permet de détruire un item, eh ben, les items sont beaucoup moins joués. Donc déjà, dans un petit pool de 70 cartes, on a une méta qui se dessine, et à chaque reveal de nouvelles cartes, et ben, du coup, on a déjà des engrenages et des changements de méta. Vesperia, qui a gagné le tournoi, dit avoir déjà 20 decks jouables dans sa besace, avec les 70 cartes révélées, sachant qu'on peut coupler que 2 couleurs. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée. Ça fait beaucoup. Et que le vert n'est quasiment inexistant, parce qu'il y a très peu de cartes révélées vertes. Ouais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joué. Il y a un autre truc aussi à retenir, d'après son expérience, qui est très empirique, mais comme il joue beaucoup, il a quand même un échantillon qui est assez satisfaisant. Ouais. Le jeu manque d'AOE. Un AOE, c'est un anti-bet de masse qui permettrait de clean les boards. Ça va juste tuer plusieurs créatures, voilà. Plusieurs héros. Probablement les vôtres aussi, mais ça permet de remove, entre guillemets, le terrain de jeu pour pouvoir ensuite repartir de zéro. Notamment, les decks contrôle ont besoin de ça pour, entre guillemets... la perte de tempo que vous allez avoir en début de partie va être compensée par le fait de pouvoir détruire plusieurs cartes et vous permettre ensuite, vous, d'aller en late game, qui est le moment où vous allez établir votre domination. Là où les decks aggro, eux, vont vouloir établir une domination en early game. Et donc, ça veut dire que la bataille du board est extrêmement importante. De par l'absence, pour l'instant, d'anti-bet de masse, et ben en fait, quand quelqu'un commence à établir une vraie domination du board, c'est très difficile de switch la tempo, ou en tout cas de revenir de cette domination établie. Ça, c'est une faiblesse du jeu. Il faut que ça soit corrigé. C'est-à-dire que si tu commences à scorer, si tu commences à prendre l'avantage, ton adversaire ne peut pas revenir. En fait, c'est pas forcément l'AOE qui va manquer, mais le fait de pouvoir gérer des créatures en posant des créatures aussi. Si par exemple, comme le gros dragon Maléficent, quand il arrive en jeu, il défausse un héros en face, un personnage, pardon, si on a plusieurs cartes comme ça, moins chères, qui font cet effet-là, ça peut permettre de revenir, parce que du coup, vous mettez une créature, un personnage, et vous en enlevez un en face. Ça permet de faire des switches naturels. Des différentiels, et ça, c'est des effets qui sont très bien, mais on voit que Disney est un peu frileux là-dessus, puisque la seule carte qui fait ça pour l'instant coûte 9, et c'est énorme. 9. Ouais. Ou alors, on a des sorts qui le font. Ou alors, les sorts, le sort à 5, enlève, mais ne rajoute pas de ton côté. Ouais. Du coup, après, en même temps, ça serait très puissant. Hein. Si t'as que des créatures qui, quand elles arrivent, font pop la créature de ton adversaire, ça serait quand même vraiment dans un jeu qui sert à établir la domination du board, ça serait vraiment très puissant. Donc je pense qu'ils sont frileux pour l'équilibre de leur jeu, à en avoir trop non plus. Peut-être qu'un anti-bet de masse viendrait quand même déjà équilibrer tout ça. Il y en aura je pense dans les couleurs de contrôle qui seront peut-être le rouge du coup, parce que justement la couleur qui va moins avoir de créatures, vu qu'il faut des créatures, donc des personnages pour gagner, t'es obligé de passer par là. Forcément, si t'as des sorts qui enlèvent tout, derrière, il faut remettre des créatures. Il faut quand même repasser par des créatures, parce que tu peux pas scorer du lore avec des sorts, par exemple. En tout cas, pour l'instant, non. Du coup, je suppose que c'est dans la tête de Disney de mettre des créatures qui font ça un peu plus. C'est ça. Ou en tout cas, qui font des dégâts en arrivant en jeu. Parce que Maléficente défausse, mais simplement quelque chose qui arrive et qui dit je mets 2 dégâts, 3 dégâts, ça suffit. Une 3-3 pour 3 qui score 2 marqueurs lore et qui met 2 dégâts où elle veut quand elle arrive en jeu, ça serait vraiment déjà excellent. Ça permettrait de... Excellent, ce serait joué forcément, peu importe la couleur. Et typiquement, carte staple mais pas broken. Voilà, ça permet de rééquilibrer un peu ça et de te dire bon là moi je mets un truc et je t'en enlève un et si je le fais 2 tours d'affilée, on commence à creuser l'écart comme il faut. Ça veut dire que quand quelqu'un commence à prendre l'avantage, en fait ça dégénère pas naturellement en sa faveur. On peut aussi inverser un petit peu ça. Et c'est vrai que sur 70 cartes, le jeu en souffre actuellement, ce qui est bien normal puisque toutes les cartes sont pas révélées. Autre info qu'on a, les decks gris sont très bons parce qu'ils ont des removal, donc des cartes qui permettent d'interagir avec les cartes de l'adversaire en early game, et c'est la seule couleur qui permet de faire ça, ce qui veut dire que on est capable de gérer un petit peu le terrain de l'adversaire dès le début de la partie, à l'inverse de la couleur bleue et rouge qui elle est capable de gérer le terrain de l'adversaire mais plutôt en fin de partie, donc quand c'est déjà peut-être trop tard des fois. C'est ça, comme avec le feu du dragon, je peux vous la montrer, Dragonfire, ça bannit un personnage de notre choix mais ça coûte 5.
Donc voilà, Et tour 5, c'est tard, quoi. les gros removals sont plutôt côté bleu-rouge, alors que les removals de début de partie sont plutôt du côté gris. Il y a aussi une mécanique à surveiller. Il paraît que l'évasif, c'est une mécanique qui est très puissante et qui, pour l'instant, cette mécanique, elle est seulement checkée par les decks rouges. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va jouer Goofy, qui est une carte qui a évasive, alors qu'elle coûte 5 de marqueur pour avoir seulement 3 d'attaque et 4 d'endurance. Mais la mécanique est tellement puissante qu'on a quand même envie d'en avoir un petit pool. Et ça pourrait d'ailleurs devenir problématique, d'après les dires de Vesperia, d'avoir des créatures évasives qui arriveraient trop rapidement dans la partie, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Ouais, pardonnez. Effectivement. Également, on a le gris-violet qui est identifié comme le meilleur deck actuellement, enfin l'association gris-violet. C'est pour ça que Vesperia, c'est-à-dire il a gagné, il joue pas gris-violet, mais parce qu'il pensait en affronter plus. Et du coup, il a joué un deck bleu-rouge qui bat bien gris-violet. Et pour le coup, il n'en a pas affronté tant que ça dans le tournoi, mais ça a bien marché. Donc, il a dit qu'il avait proposé un deck qui était quand même très adapté à gris-violet, mais à la fois stable et consistant pour s'adapter aux autres joueurs. Et que aussi en jouant bien les parties, des fois c'est pas que le deck, c'est aussi le pilote. Aussi, en jouant correctement les parties, il a réussi évidemment à s'en sortir. Mais c'est intéressant d'avoir du coup le visuel de ce deck-là bleu-rouge qui il nous paraît très pertinent, mais qui, d'après ses dires, est probablement moins fort que le deck gris-violet. Il expliquait même notamment que le sorcier Mickey était une carte vraiment forte du jeu. Donc j'aimerais bien voir un petit peu la texture, la gueule de ces decks gris-violet. Ça pourrait être assez intéressant. Moi, c'est des couleurs qui me parlaient beaucoup, hein, bleu, rouge, gris-violet, donc... tu sentais qu'il y avait des associations naturelles et du coup ça laisse un peu de côté pour l'instant jaune et vert, mais qui ne manqueront pas d'avoir du support et donc d'autres stratégies. Je pense que ça doit être les cartes qui ont moins de couleurs, les couleurs qui ont moins de cartes. Donc c'est pas étonnant aussi si c'est moins joué. Mais jaune, franchement, j'ai hâte de voir les autres cartes parce que j'aime beaucoup ce que proposent déjà les premières reviews. Moi aussi. Donc du coup, plutôt très chaud. Et donc évasif, bonne capacité, qui est checké notamment par le rouge et par des cartes qui coûtent assez cher, notamment Robin des Bois. Et enfin, dernière chose, en fait, le jeu est très punitif sur les erreurs de début de partie. C'est un peu ce qu'on vous disait, comme le jeu passe par l'établissement d'une domination du board, et bien dès lors que vous faites des micro-erreurs dès le début de la partie qui permettent à votre adversaire de prendre le board, et bien en fait, vous pouvez perdre la partie, même si virtuellement elle se finit 6 ou 7 tours plus tard, vous l'avez peut-être perdu dès le tour 2 ou dès le tour 3, selon les erreurs que vous faites. Ça a l'air pour l'instant d'être assez punitif, ce qui en même temps va de pair et corrélé à l'envie de l'Orcana de faire des tournois, tout simplement. Oui, mais surtout, rassurez-vous, si vous faites des erreurs mais que votre adversaire aussi, c'est bon. C'est à l'équilibre, donc ça va bien passer. C'est l'histoire de tous les TCG. En fait, le début de partie est toujours plus impacté que la fin de partie, parce que la fin de partie vous ouvre plein de possibilités, et donc du coup, plein de voies pour corriger votre play, ou alors générer assez de value pour pouvoir, entre guillemets, corriger votre erreur, alors que les erreurs de début de partie, c'est la même chose à Magic. Si tu fais pas ta contrainte sur la bonne carte de ton adversaire, ça impacte toute la suite de la game. Et ben pour le coup, Disney l'Orcana s'intègre aussi un petit peu dans ce mood-là, et ça pour le coup c'est plutôt une bonne nouvelle. Exactement. Donc voilà, c'était ce premier report de tournoi. C'était intéressant de voir tout comment le jeu s'organise, on va dire, autour de ce qu'on avait pu voir les premiers reveals. Évidemment, ça va beaucoup changer. Il y a de grandes chances que tout ce qu'on dise en termes de méta soit complètement faux très rapidement. Avec ça sera validé, mais nous ce qui nous intéresse c'est le chemin. Mais voilà, il y a des choses qui vont rester vraies, typiquement l'évasive. Si l'évasive c'est fort, il y a de grandes chances que ça reste fort. Le timing des games, qui est le timing, très mid-range, pas aussi late game que ce qu'on pensait, mais pas non plus extrêmement early. C'est ça. Ça c'est que des trucs qui changeront qu'avec des extensions supplémentaires, mais pas dans la première. Puisque ce serait trop bizarre de reveal des cartes et après de reveal juste les meilleures cartes par rapport à ce qu'on a déjà montré, à part pour remplacer celles qui n'ont pas de capacité évidemment. Mais sinon, ça c'est quelque chose qui va rester. Et typiquement, quand on parle de gagner des marqueurs lore du coup uniquement avec les personnages, je pense que c'est quelque chose qu'on verra dans d'autres extensions avec d'autres cartes. Des cartes sorts qui font gagner du lore et peut-être des decks qui ne jouent qu'avec ça, avec aucune créature, aucun personnage. Ce serait assez stylé en tout cas. Moi, je trouve ça cool de pouvoir faire ça. Il y a un retour qui est cool aussi, c'est de voir que les cartes ne gagnent pas toutes seules. Ça, c'est un truc qui peut être vite détestable dans un TCG où celui qui a les bonnes cartes finit par gagner la partie. Et en fait, Vesperia, il explique que globalement, les meilleurs joueurs du tournoi, ceux, entre guillemets, qui testent le plus régulièrement, notamment avec lui, se sont tous retrouvés dans les hautes tables, qu'importe ce qu'ils jouaient. Donc il y a aussi cette mécanique de je joue bien à l'Orcana, ça me permet, entre guillemets, d'outrepasser aussi un petit peu la puissance des cartes. C'est plutôt intéressant. De ouf.
Fin de la de cette vidéo, ouais. du coup. Dites-nous si ça vous a plu. Si vous dites-nous si voulez ça vous intéresse, d'autres formats comme ça. un regard un peu compétitif. Merci beaucoup au site du coup disneylorcana.fr ainsi que au compte Twitter Lorcana France TCG. On vous met les liens en description si vous voulez follow tout ça. On vous recommande si ça vous intéresse. Nous, du coup, dès qu'on a assez d'informations, des trucs pertinents, on vous fait des petites vidéos sur Lorcana. Pour les reveals, on va pas faire des vidéos quand il y en a 4. On va attendre qu'il y en ait une bonne masse dès qu'il y a pour faire pool, on vous comme la première vidéo qui vous avait beaucoup plu. N'hésitez pas à nous dire même dans les commentaires quel type de contenu de Lorcana vous intéresserait une fois que le jeu sera disponible, parce que là on fait avec ce qu'on a, évidemment on n'a pas énormément à se mettre sous la dent, mais dès que le jeu sera disponible on pourra faire différents types de contenus, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça nous intéresse beaucoup. Voilà, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux dans la description, notre chaîne Twitch et notre chaîne YouTube, ils s'y trouvent également, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.